Ahmed Ibrahim, chaque fois que la France était interpellée tout au long de cette guerre, dans des instances internationales, ses diplomates répétaient qu'il s'agissait d'une affaire intérieure française, tout en accusant l'Égypte et l'Union soviétique d'armer la rébellion. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la France n'était pas seule dans cette affaire. Exactement. Non seulement la France n'était pas seule dans cette affaire, mais comme l'Indochine, la France a eu le soutien de puissances de l'OTAN, même si c'était un soutien discret. La guerre d'Algérie est probablement l'une des guerres les plus importantes qui a été menée par les puissances occidentales, les puissances de l'OTAN. La France a déployé pendant plus de 6 ans, presque 7 ans, en permanence plus de 470 000 soldats, en grande partie des appelés, c'est-à-dire des gens qui faisaient le service militaire, sur le sol algérien. À ces 470 000 soldats, nous devons ajouter des milices territoriales armées par l'armée française et qui participaient à certaines opérations, qui participaient à des ratissages, qui massacraient aussi des Algériens. Il y avait des dizaines de milliers de policiers, de CRS, de gendarmes qui étaient impliqués dans la répression, qui ont torturé dans des villes comme Alger. La torture était le plus souvent pratiquée par la police. La police a joué un rôle effectif majeur dans le démantèlement de cellules du FLN, parfois dans le démantèlement de cellules complètes. Donc tout cela, en fait, ne sont pas inclus dans les 470 000 soldats du contingent. C'est en plus des 470 000 soldats mobilisés par l'armée française. Exactement, quand je dis 470 000 soldats, je parle de ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère des Armées ou ministère de la Défense. C'est vraiment l'armée. À cela, on doit aussi ajouter des supplétifs algériens, des harkis. Mais avec les rotations, on peut imaginer qu'il y a plus d'1 million de Français qui ont été mobilisés. Évidemment, mobiliser plus de 400 000 soldats sur 7 ans, ça demande des rotations. Et en réalité, on a au moins 1,5 million de jeunes Français qui ont été mobilisés en Algérie. C'est énorme, c'est une génération en fait. Un peu comme aux États-Unis, il y a eu la génération du Vietnam. Il y a eu une génération de la guerre d'Algérie en France. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente au moins un soldat ou policier ou milicien, un Français en armes, pour 14 Algériens, hommes, femmes, enfants. Et si on veut revenir à quelque chose de plus significatif, parce que même si les femmes ont joué un très grand rôle dans le FLN et la Révolution, mais pour l'essentiel c'était les hommes qui étaient au combat, ça représente un soldat français pour 4 Algériens adultes. C'est des proportions qu'on ne voit presque jamais dans les guerres. C'est dire tous les efforts que la France a déployés en Algérie. D'ailleurs, l'une des seules guerres où on a retrouvé ce type de proportion-là, c'est ce qu'on vit actuellement en Palestine. Il y a à peu près, pareil, un soldat israélien déployé pour 4 hommes adultes palestiniens. Maintenant, concernant l'armement français, alors on était encore dans une époque où la France produisait encore pas mal ses chars, son armement, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais beaucoup moins. Une bonne partie des chars qui étaient déployés en Algérie étaient des chars Greyhound, qui est un char en fait britannique mais fabriqué par Ford. La plupart des hélicoptères étaient également américains. Il y avait un modèle qui s'appelle Sikorsky qui était fourni par les Américains. C'est-à-dire que la France a réutilisé des stocks d'armes qu'elle avait, mais ce sont aussi des armes dernier cri qu'elle a pu avoir de la part des États-Unis, de ses alliés de l'OTAN. Et la France a puisé dans les ressources militaires de l'OTAN qui étaient destinées contre le bloc de l'Est. Elle a utilisé ses stocks stratégiques de l'OTAN pour mener sa guerre en Algérie, concrètement, la guerre d'Algérie. Rappelons que la France était membre de l'OTAN à l'époque. Exactement, la France était membre de l'OTAN, c'est quand De Gaulle arrivera au pouvoir, bien plus tard, que la France va se retirer de l'OTAN. C'est un contrepoint à toute la rhétorique de la diplomatie française qui voyait dans la rébellion algérienne une conspiration arabo-soviétique. Exactement. D'ailleurs, quand l'insurrection elle commence, en fait, les Français ont un tel mépris des Algériens qui se disent c'est impossible que ce soit les Algériens eux-mêmes qui aient pu mener cette révolution. Or, on le sait aujourd'hui, l'Égypte n'a joué aucun rôle dans le déclenchement de la révolution. Elle a joué un rôle plus tard. En gros, quand les fondateurs du FLN ont envoyé des délégations en Égypte, les Égyptiens, donc on dit en gros faites vos preuves et on verra. Parce que les Égyptiens disaient c'est pas un contexte propice au déclenchement d'une révolution, donc on ne va pas dépenser des mille et des cents sur un front qui n'existe pas. Donc le déclenchement de la révolution, c'est vraiment l'œuvre d'Algériens qui ont dû vraiment faire du bricolage. Les moyens étaient extrêmement limités, il devait y avoir en gros une arme pour 3 hommes. Et d'ailleurs, certains réseaux, au lendemain du 1er novembre, notamment le réseau d'Alger, a été démantelé dans les jours qui ont suivi. Il y en a certains qui ont fait toute la guerre d'Algérie en prison. Et même après, les soviétiques ont peu soutenu. C'est vers la fin de la guerre que Karim Belkacem était en gros ministre des Affaires étrangères du GPRA, donc du gouvernement provisoire de la République algérienne. Il a rencontré Khrouchtchev et qu'il a établi vraiment des liens un peu plus forts avec les soviétiques. En réalité, la dimension Est-Ouest était assez peu présente dans la guerre d'Algérie. Que ce soit par la coloration de la révolution algérienne, qui était en réalité assez composite,
ou que ce soit même par le soutien que le bloc de l'Est a fourni aux Algériens, qui n'était pas énorme en réalité, et qui arrivait surtout sur la fin. C'est important de placer l'Algérie dans un contexte plus large, et notamment dans une histoire de ce qu'on pourrait appeler le tiers-monde ou le Sud global, mais également dans une histoire arabo-musulmane. L'invasion de l'Algérie était vécue comme la perte d'une terre d'islam pour les musulmans du monde entier à l'époque, et qui a été vécue comme une libération d'une terre arabe, musulmane ou berbère, d'une terre africaine, du joug colonial et du joug occidental, qui avait lui-même fait de la colonisation de l'Algérie une guerre type croisade, rédemptrice. Entre guillemets, nous reprenons nos droits. Enfin, c'était un peu la rhétorique qu'il y avait en France à l'époque de la colonisation. On reprend nos droits sur le sud, la partie sud de la Méditerranée. On avait la fameuse Saint-Augustin et de retour en Algérie. Il s'agissait un peu de resuturer l'Algérie à ses racines latines. Voilà, on a réinventé une histoire de l'Algérie et on a voulu faire en sorte que l'islam en Algérie ne devienne qu'une sorte de parenthèse historique entre un moment où l'Algérie était romaine, latine, et prétendument en tout cas, et qui redeviendrait européenne, chrétienne et française. Dans la nuit, un chant monte doucement, frère, entends ma voix, et viens avec moi, au bout du chemin, s'ouvre un clair matin, pour notre pays, pour notre patrie. Algérie française, Algérie française. Plus largement, la guerre d'Algérie est une véritable école, que ce soit pour le camp en gros des oppresseurs, colonisateurs, occupants, ou que ce soit pour le camp des populations qui cherchent à se libérer, qui cherchent à s'émanciper du joug colonial ou de l'occupation. La guerre d'Algérie est une guerre que je considérais, un peu comme le Vietnam, une guerre paradigmatique. La guerre d'Algérie a fait école, que ce soit du point de vue occidental, puisque ça a permis d'élaborer des doctrines contre-insurrectionnelles, contre-révolutionnaires, théorisées par des officiers français, notamment des anciens de l'Indochine, en particulier les parachutistes français qui étaient un peu les troupes d'élite de l'armée française à l'époque. Et inversement, ça a été une guerre qui a fait école puisqu'elle a inspiré énormément de mouvements révolutionnaires, de mouvements qui cherchaient à s'émanciper du joug colonial. Nelson Mandela. Je suis le premier Sud-Africain qui a reçu un entraînement militaire en Algérie et je suis retourné dans mon pays avec le sentiment d'être un homme plus fort. I went back home feeling that I was a man. Le modèle politique de lutte de libération palestinien, de la révolution palestinienne, ce que nous appelons la révolution palestinienne, le modèle, c'est le FLN de façon copier-coller. Le Fatah, qui est le premier mouvement palestinien post-Nakba, est fondé en 1959 et c'est un acronyme qui signifie le Harakat al-Tahrir al-Wataniya al-Falastiniya, le mouvement de libération nationale palestinien, qui nous rapproche beaucoup du Front de libération nationale algérien. C'est quasiment le même nom. Le Fatah est fondé pendant la guerre d'Algérie. Le FLN est déjà un modèle pour les Palestiniens. Même d'un point de vue idéologique, le Fatah n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Ça regroupait des communistes, des gens plutôt à gauche, des nationalistes arabes, des frères musulmans, un peu comme le FLN. Bon, il n'y avait pas de frères musulmans en Algérie, mais il y avait l'association des ulama, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des nationalistes algériens. Et le modèle, c'était l'Algérie. Et d'ailleurs, même dans les modèles que les organisations palestiniennes, même jusqu'aujourd'hui, ont en commun avec les Algériens, c'est-à-dire qu'une des choses qui a joué dans la révolution algérienne, c'est Dien Bien Phu, la guerre d'Indochine, où il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui ont servi là-bas. Et quand ils ont été capturés par les Viet Minh, donc les communistes vietnamiens, ont été mieux traités que les prisonniers français. On leur disait, c'est à votre tour de vous libérer quand vous allez rentrer chez vous. Rappelons que la guerre d'Indochine, qui se conclut par la victoire du Viet Minh sur les troupes de l'armée française, se termine officiellement le 21 juillet 1954, 3 mois avant le déclenchement de l'insurrection armée en Algérie. Exactement, et on a dans le FLN beaucoup d'anciens de l'Indochine qui ont connu les prisons des Viet Minh. Et de la même manière que les Algériens, les Palestiniens ont aussi comme modèle la lutte des Vietnamiens qui sont quand même restés en lutte et en guerre pendant 30 ans contre les Français puis contre les Américains. Le modèle de la guerre par les tunnels vient du Vietnam. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 7 octobre, l'histoire de la lutte des Algériens et l'histoire de la lutte des Vietnamiens ressort pas mal dans les médias arabes et dans les réseaux sociaux arabophones. Junto a ustedes y junto a nosotros están todos los pueblos revolucionarios. ¡Viva la revolución argelina! ¡Viva la amistad entre Argelia y Cuba! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
À l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie devient la capitale des révolutionnaires à travers le monde. Tout le monde vient se former en Algérie, et les Palestiniens en tête. Donc à peu près tous les mouvements révolutionnaires, Les organisations de libération. les organisations de libération, mais pas que, parce que même les Black Panthers, par exemple, qui sont aux États-Unis et qui luttent pour les droits des populations afro-américaines opprimées aux États-Unis qui subissent la ségrégation, viennent en Algérie, ça c'est très documenté. Alors pour alimenter la liste des interconnexions entre l'Algérie et la Palestine, signalons qu'Eldridge Cleaver, le premier des Black Panthers à poser les pieds à Alger, avait pour destination finale un camp d'entraînement militaire palestinien dans le sud Liban. Alger n'était initialement en fait qu'une escale. Les Black Panthers ont été avec Malcolm X parmi les premiers militants afro-américains aux États-Unis à porter un intérêt tout particulier pour la Palestine. Parce qu'en fait, au départ, le mouvement des droits civiques, le mouvement d'émancipation des Afro-Américains aux États-Unis, leur soutien à la Palestine n'était pas une évidence. Comme ils ont une culture protestante, gospel, une culture biblique à l'américaine, ils avaient plutôt tendance à s'identifier aux souffrances du peuple juif. C'est à partir de Malcolm X et des Black Panthers qui commencent à s'identifier ou à se rapprocher de la souffrance et de la cause et du combat du peuple palestinien et plus largement des peuples arabes, africains, etc. et notamment du peuple algérien. Donc c'est très important de le souligner parce que l'Algérie, ça a été aussi ça. C'est un peuple opprimé, un peuple qu'on pensait silencieux, devient un peuple qui se lève comme un seul homme pour se transformer lui-même et donc transformer son monde. Et pourquoi pas le monde. Voilà un programme qui fleure bon la révolution. En France, on a un peu de mal à qualifier cette guerre de libération de révolution, même au sein de la gauche. En France, déjà, on a eu énormément de mal à considérer qu'il s'agissait d'une guerre. Ça a été un tabou pendant très longtemps. C'est que dans les années 90 qu'on a commencé à parler de guerre d'Algérie. Jusque-là, on parlait des événements. On parlait des événements. Alors, le tabou est encore plus grand, probablement, en ce qui concerne la question révolutionnaire. En refusant de qualifier la guerre d'Algérie de révolution, ça traduit l'idée que la question de la révolution ne peut venir que de l'Europe, de la France, le pays de la révolution, une lumière pour le monde. Ça traduit le fait qu'on considère que le peuple algérien n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir faire une révolution. Ça montre une vision hegelienne de l'histoire. En fait, l'histoire serait une espèce d'évolution que n'aurait pas atteint le peuple algérien et les autres peuples musulmans ou du tiers-monde. Or, en réalité, si on s'en tient au fait qu'il s'agit d'un changement radical des structures sociales et politiques, la révolution algérienne coche toutes les cases. Le fait même qu'elle ait mis fin à la colonisation, en soi, c'est une révolution, puisque ça change de façon fondamentale les rapports de pouvoir, l'organisation même de la société algérienne, les hiérarchies qui existent dans la société algérienne. Donc en soi, ne serait-ce que pour ça, c'est une révolution. Mais en réalité, le processus révolutionnaire qui a existé en Algérie, on peut parler réellement de processus, a concerné toute la société algérienne. Un des auteurs qui a le mieux dépeint cela pendant la guerre d'Algérie, c'est Frantz Fanon, notamment dans le livre L'an 5 de la Révolution, où il décrit comment la société algérienne s'est métamorphosée. L'Algérien de l'après-libération, ce n'est pas l'Algérien du temps de la colonisation, qui n'est lui-même pas l'Algérien de l'ère précoloniale, c'est-à-dire de l'époque ottomane, musulmane, etc. Pour pouvoir mener à bien ce combat-là, les rapports même familiaux se sont transformés. L'autonomisation des fils qui parfois vont désobéir à la famille et rejoindre le maquis, la place des femmes qui s'impliquent dans la révolution algérienne, dans l'appareil militaire et l'appareil militant du FLN. On a des femmes qui quittent leur famille pour devenir infirmières dans le maquis. On a des femmes qui vont même poser des bombes, faire des opérations, des attentats, participer au combat dans certains maquis. On peut notamment citer Hassiba Ben Bouali, Jamila Boupacha, Annie Steiner ou encore Jamila Bouhair, qui est encore de ce monde et qui a inspiré un film de fiction qui porte son nom, réalisé par Youssef Chahine. Et également cette chanson de la grande Fayrouz qui a fêté ses 90 ans en 2024. Elles ont à peu près le même âge d'ailleurs. Jamila, صديقتي جميلة تحية إليك حيث أنت في السجن في العذاب حيث أنت تحية إليك يا جميلة من ضيعتي أغنية جميلة
وخلف بيتي لوزة تزهر وقمر أخضر وموجة رملية من شطنا تبحر وخلف بيتي لوزة تزهر وقمر أخضر وموجة رملية من شطنا تبحر تبحر تحية إليك يا جميلة يا وردة الجزائر الجميلة قصتك الأحب من طفولة تزرع وجه الشمس بالبطولة. Des femmes qui sont devenues des véritables symboles de la lutte pour la libération de l'Algérie. Et plus largement, en fait, on a des transformations radicales des rapports sociaux et des rapports économiques dans la société algérienne. Que ce soit les paysans qui étaient surexploités par les colons, qui rejoignent la révolution, eh ben, on ne leur parle plus de la même manière. Ils vivent une forme d'ascension sociale, puisque le colon qui a exploité, qui a humilié, paye le prix de l'humiliation qu'ils ont fait subir aux paysans, qui reprennent le pouvoir sur leurs terres, qui leur ont été volées, qui reprennent le contrôle en quelque sorte de leur vie. Du point de vue des transformations des structures sociales, la révolution algérienne a provoqué des transformations bien plus profondes sur le peuple algérien que la révolution française n'en a provoqué sur les structures sociales du peuple français. On a des paysans, des ouvriers, des chômeurs qui deviennent des chefs de guerre. On a une société qui se rapproche bien plus du prétendu égalitarisme prôné par la Révolution française ou différentes révolutions socialistes. En réalité, la Révolution française a certes permis un changement de pouvoir, un changement de régime, mais il y a un tas de structures sociales et économiques qui ont été juste recomposées. Mais qui continue de structurer de manière profonde les inégalités. Exactement. Alors non seulement la guerre de libération a bouleversé l'ensemble de la société algérienne, mais son onde de choc s'est propagée jusqu'en France, puisqu'elle va précipiter la chute de la 4ème République et entraîner les institutions dans une forme de régression démocratique, avec un président tellement puissant que certains parlent de synthèse monstrueuse entre la République et l'Ancien Régime. Le régime dans lequel nous vivons est un héritage de la guerre d'Algérie, est né des entrailles de la guerre d'Algérie. C'est pas juste un changement institutionnel, c'est un coup d'État. C'est l'armée qui met au pouvoir de Gaulle. Même la gauche fait ce constat-là, on a un pouvoir présidentiel fort qui a un caractère monarchique et qui fait une sorte de, effectivement, de synthèse entre une certaine idée de la République et un certain héritage absolutiste. Alors, autre séisme de grande magnitude, le 7 octobre 2023. Malgré l'ampleur du désastre en cours, vous êtes convaincu, Ahmed, que cette date marque un tournant majeur dans l'histoire palestinienne? La réaction israélienne au 7 octobre est un des signes que le 7 octobre est un événement charnière, est un événement qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. De la même façon que la réaction française à la révolution algérienne a été d'une barbarie terrible. D'une certaine manière, vous êtes un peu d'accord avec les Israéliens quand ils disent que c'est une guerre existentielle? Factuellement parlant, c'est une guerre existentielle, que ce soit pour les Israéliens et même en réalité pour les Palestiniens, mais pas que pour les Palestiniens, pour toute la région. Parce que cette guerre menace de recomposer de façon extrêmement brutale l'ensemble de la région, avec la possibilité de voir aboutir le projet de nouveau Moyen-Orient que voulaient porter les Américains, mais qui a échoué sous leur étendard. Donc un projet de nouveau Moyen-Orient, mais qui serait cette fois porté par les Israéliens, que eux appellent Grand Israël, le fait d'étendre les frontières d'Israël, du Nil à l'Euphrate et pourquoi pas au-delà, chose qui a été réaffirmée par des ministres du gouvernement israélien. Smotrich, qui est un des principaux ministres de la coalition au pouvoir en Israël, le dit ouvertement sur les plateaux télé que l'objectif c'est le Grand Israël. Ce n'est pas du tout un objectif caché. C'est pas un procès d'intention que je fais, c'est une intention déclarée. De la même manière que l'intention génocidaire est
déclarée en Israël par le président, le Premier ministre et de nombreux politiques. Maintenant, qu'est-ce qui fait la spécificité du 7 octobre ? Pour commencer, c'est une réaction d'urgence face à cette recomposition géopolitique du Moyen-Orient qui était en cours, mais qui avançait à petits pas. C'est une réaction à la normalisation qui devait permettre aux Israéliens l'annexion de la Cisjordanie. Ça fait des années qu'on entend les Israéliens dire « on va annexer, on va annexer, on va annexer ». Mais pendant assez longtemps, c'était surtout un slogan. Vers 2018, les intentions d'annexion de la Cisjordanie sont devenus un vrai projet qui devait aboutir à l'annexion et donc potentiellement à des déportations de Palestiniens hors de leur pays. Le 7 octobre, c'est également une réaction à la planification, et ça c'est quelque chose que très peu de gens savent, mais il y avait un plan de réinvasion de Gaza. On se rappelle quand même que avant le 7 octobre, la Cisjordanie, il y avait des centaines de personnes qui avaient été tuées, des milliers qui avaient été blessés, des milliers qui ont été arrêtés, torturés, maintenus en détention. Donc il y avait une situation de guerre déjà. Donc le 7 octobre, ce n'est pas le début de la guerre. C'est le début d'une nouvelle phase, oui. Mais on sait qu'il y avait un projet de réinvasion de la bande de Gaza. Mais ce projet de réinvasion ne devait venir qu'à un moment où Israël sentirait qu'elle a suffisamment les mains libres pour le faire. C'est-à-dire une normalisation avec des pays clés comme l'Arabie Saoudite et le Pakistan. La normalisation avec ces deux pays était imminente. C'était une affaire de jours ou de semaines. Et le 7 octobre a arrêté, ou en tout cas a retardé ce processus. Officiellement, Tel Aviv n'a pas pour projet de réinstaurer des colonies juives à Gaza, mais comme le révèle Haaretz, l'annexion de l'enclave palestinienne par Israël semble aujourd'hui plus une réalité qu'une chimère. Courrier D'abord sur le international, terrain, octobre avec l'aménagement 2024. cette dernière année du corridor de Netzarim, qui sépare désormais la bande de Gaza en deux et marque de fait une frontière entre le nord, vidé de 3/4 de ses habitants, et le sud, où sont aujourd'hui concentrés les Palestiniens. Haaretz rapporte que des drapeaux israéliens ont été plantés tout au long du corridor et qu'au nord de celui-ci, des soldats de Tsahal, l'armée israélienne, installent des insignes propres au judaïsme, comme des mezuzahs sur les portes. D'autres encore se filment en train de réciter une prière bien spécifique, habituellement entonnée lors de la réinstallation d'une colonie juive. Le média israélien note cependant que sur le plan politique aussi, des éléments laissent à penser que Netanyahou tend à vouloir administrer le nord de Gaza. Le journal rapporte notamment la nomination, le 28 août dernier, du lieutenant-colonel Elad Goren comme chef de l'effort humanitaire et civil aux côtés du coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires. Un titre à rallonge qui est l'équivalent du chef de l'administration civile en Cisjordanie et qui, selon le média israélien, pourrait s'apparenter à gouverneur de Gaza. Il y a une question que je me dois de vous poser parce qu'elle est rituelle. Est-ce que vous condamnez le 7 octobre ? Comment réagirait un Algérien à la question « Condamnez-vous le 1er novembre 1954 ?» La réaction naturelle, ce serait « Condamnez-vous le jour d'avant ?» Condamnez-vous le siècle de colonisation qui a précédé le 1er novembre ? Ce que je répondrais tout simplement, c'est « Condamnez-vous le 6 octobre ?» Condamnez-vous les destructions qu'il y a eu à Jenin, à Naplouse, les semaines qui ont précédé le 7 octobre. Condamnez-vous les attaques contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa, qui ne sont jamais venus armés dans la mosquée Al-Aqsa, qui ne sont venus que pour prier, faire leurs actes d'adoration. Condamnez-vous les massacres qui ont été faits, par exemple à Sabra et Shatila, qui ont été faits à Gaza pendant plusieurs guerres successives, en 2014, en 2018, en 2012, en 2008-2009, en 2006. Condamnez-vous les massacres de Gaza durant la deuxième intifada, entre 2000 et 2005. Condamnez-vous le massacre de Jenin en 2002. Condamnez-vous les massacres au Liban en 1982. Je veux dire, en 1982, au Liban, plus de 30 000 personnes ont été tuées en quelques semaines. Condamnez-vous le blocus de Gaza, qui a affamé une population, qui a réduit son espérance de vie. Condamnez-vous le fait que cette population-là s'est retrouvée réduite pendant plus d'une génération à devoir circuler sur un territoire extrêmement réduit. Condamnez-vous le fait que les manifestants pacifiques palestiniens de Gaza qui ont fait les marches du retour en 2018 ont été tués par centaines, snipés par l'armée israélienne avec des milliers de blessés, d'amputés. Condamnez-vous la Nakba, condamnez-vous les 500 villages palestiniens qui ont été détruits. Condamnez-vous la guerre de 67 où il y a eu au moins 50 000 morts en 6 jours. Voilà, la liste est non exhaustive. مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت أجدادي أجل القانون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولا
اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربتني وبكيت سبقتني واشتكيت لما ذكرتك إنك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار إيش كنو نسيت إنه سلاحك ضب الأهل تحت الحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي. La censure qui existe en Israël aujourd'hui est probablement moins importante que celle qui existe en France sur le sujet du 7 octobre. On tente de nous éloigner non seulement des origines du 7 octobre, qui sont tout simplement l'occupation, l'oppression, les massacres, et on tente de nous éloigner du fait que l'objectif des combattants du 7 octobre, il était affirmé, c'était de faire des prisonniers dans l'armée israélienne principalement, pour pouvoir les échanger contre des prisonniers palestiniens. C'était une priorité pour sortir des milliers de prisonniers palestiniens, notamment des femmes et des enfants. Objectif qui d'ailleurs a été partiellement obtenu, puisque lors du premier échange de prisonniers, qui est le seul à ce jour d'ailleurs, les prisonnières palestiniennes et les enfants palestiniens prisonniers ont pu être libérés à ce moment-là, même si malheureusement certains sont retombés dans les prisons israéliennes. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de prisonniers palestiniens, depuis le 7 octobre, qui ont été massacrés dans les prisons israéliennes, qui sont morts sous la torture. On sait qu'il y a 10 000, 12 000 prisonniers palestiniens à peu près, mais on parle là de prisonniers palestiniens de Cisjordanie. En ce qui concerne ceux de Gaza, on ignore leur nombre, leur sort, on ignore où la plupart d'entre eux sont enfermés. On a quelques informations, mais on ne sait pas combien sont morts ou quelles tortures ils subissent, etc. Mais le peu d'informations que j'ai pu avoir de la part de prisonniers palestiniens qui ont été libérés récemment était que les sévices qu'ils subissaient étaient bien plus terribles que ce que les Cisjordaniens subissaient, qui étaient déjà des horreurs indescriptibles. Effectivement, il y a des civils qui ont été tués par des combattants palestiniens, et il faut le dire, c'est regrettable. Quand la barrière de sécurité a été enfoncée par les militants du Hamas, il y a également des civils palestiniens qui se sont engouffrés. Certains d'entre eux, effectivement, ont commis des exactions, et en réalité, ce qui est le plus documenté, c'est les massacres commis par l'armée israélienne en application du protocole Hannibal, qui n'est même pas un protocole secret. Le protocole Hannibal, je le rappelle, est un protocole de l'armée israélienne qui consiste à tuer tout Israélien qui tomberait aux mains de l'ennemi. Michel Sibony, membre de l'Union juive française pour la paix. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre, et un peuple qui en écrase un autre. J'ai deux certitudes sur la question. La première, c'est une guerre existentielle, pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. Ce qui signifie que si la guerre est gagnée par les Israéliens, ça va provoquer la recomposition de la région. On va avoir une nouvelle phase de colonialisme et d'impérialisme dans la région comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Et si inversement, Israël s'effondre suite à la guerre, ça sera la libération. Ce sera la fin de ce cauchemar qu'a été Israël pour les Palestiniens et pour toute la région. Et ce sera, je l'espère en tout cas, la construction d'une Palestine qui redeviendra ce qu'elle a été, c'est-à-dire une terre ouverte, sans les murs, sans les barbelés, une terre d'accueil, telle qu'elle l'a été depuis la fin des croisades. L'autre certitude que j'ai, c'est que le 7 octobre, c'est déjà la fin du mythe d'invincibilité de l'armée israélienne. C'est pas que l'armée et tout l'appareil sécuritaire israélien s'est effondré face au génie des combattants qui ont planifié et qui ont opéré l'opération du 7 octobre. La deuxième chose, c'est les bouleversements géostratégiques et même diplomatiques qui ont été provoqués par le 7 octobre. Ça a arrêté les accords d'Abraham, en tout cas mis un coup de frein énorme aux accords d'Abraham, mais également ça a permis de marquer une rupture franche et nette dans le monde aujourd'hui entre un Occident qui se rétrécit et qui nous montre toute sa brutalité à travers cette guerre, puisque Israël a aujourd'hui le soutien de quasiment tout l'Occident. Les pays qui ne soutiennent pas aujourd'hui Israël sont l'exception en Occident. Voilà, des pays un peu comme l'Espagne, l'Irlande, la Belgique également. Voilà, bon, il y a quelques pays comme ça qui ont montré une certaine hostilité à Israël, mais c'est pas encore allé suffisamment loin pour inverser la tendance. Et de toute façon, ce n'étaient pas des pays qui étaient dans le dispositif. Ils ne sont pas membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple. Exactement, et puis même voilà, dans l'OTAN, ils pèsent pas lourd, quoi. Voilà. Mais cet Occident qui se rétrécit, qu'on voyait se rétrécir ces dernières années, se montre acculé et montre sa violence, sa brutalité, sa bestialité. Et ça montre aussi qu'il y a un véritable décalage aujourd'hui entre l'Occident qui se prétend être la lumière de ce monde et
la majorité de la population mondiale et sa propre population. Je veux dire, les plus grandes manifestations pour la Palestine ont eu lieu dans des pays occidentaux comme l'Angleterre et les États-Unis. Les plus gros mouvements étudiants pour la Palestine, c'est aux États-Unis. Donc non seulement l'Occident se rétrécit, mais il se fracture de l'intérieur. La jeunesse occidentale, aujourd'hui, qui sera, je l'espère, celle qui dirigera les pays occidentaux de demain ou qui feront le monde occidental de demain, est une jeunesse qui est en décalage complet avec les pouvoirs en place, avec une ampleur qu'on n'a pas vue depuis le Vietnam. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'après 76 ans d'occupation, pour la première fois, les Palestiniens n'étaient pas dans une position uniquement défensive. Pour la première fois, ils étaient à l'initiative et à l'offensive, et pas sur ce qui leur reste de leur propre sol. Et ça, c'est une première. Au lendemain du 7 octobre, le 8 octobre, l'aviation israélienne était en route pour bombarder le Liban, parce qu'ils pensaient que c'était une attaque coordonnée depuis le Liban et Téhéran. Ils ont été arrêtés in extremis par les Américains, qui avaient compris que c'était une initiative palestinienne. De la même façon que le 1er novembre a été une initiative purement algérienne, le 7 octobre a été une initiative purement palestinienne, qui a ensuite été soutenue par les alliés de la résistance palestinienne, effectivement. Mais c'est une initiative palestinienne, qui d'ailleurs n'a pas arrangé les affaires iraniennes et les affaires du Liban, quand bien même ils ont montré toute leur solidarité avec la résistance et le peuple palestinien. C'est les Palestiniens qui ont été à l'initiative et qui ont provoqué cette rupture. L'impact du 7 octobre, on ne le mesure pas encore assez, c'est-à-dire que c'est un impact même sur la stratégie américaine de domination globale. C'est-à-dire que la guerre actuelle est observée par les Chinois, par les Russes. Ça a un impact sur le front ukrainien, puisque les Ukrainiens reçoivent moins d'armes, moins de munitions de la part des Américains depuis le 7 octobre. Ça a un impact sur les relations entre les États-Unis et la Chine dans le conflit qui les oppose, enfin le conflit larvé qui les oppose autour de Taïwan. Les Chinois se disent que si les Américains ne sont pas capables de fournir simultanément 2 fronts, seront-ils capables de le faire pour un 3e front? Explique peut-être les manœuvres qu'il y a en ce moment en mer de Chine. Exactement, il y a eu une recrudescence de manœuvres militaires en mer de Chine avec la flotte chinoise qui s'aventure de plus en plus près de Taïwan. Le 7 octobre a montré la vulnérabilité d'Israël. Le 7 octobre a détruit les meilleurs systèmes de défense, de protection, de surveillance du monde. Il n'y a peut-être que la Corée du Nord qui soit aussi compétent en termes de sécurité et de défense, j'imagine. Mais le 7 octobre a été capable de montrer qu'on pourra mettre autant de murs et de barbelés qu'on veut, autant de systèmes automatisés, de détection de ce qu'on veut. Ça n'arrêtera jamais un peuple déterminé à reconquérir ses droits et sa liberté. تركنا المدينة الغربة الحزينة سلم لي حريحة وسلم عالديرة يا طير الطاي الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطاي. بلاقي انتمائي بين الشط والرمال بداية حياتي عليك يا وطن فرحة ومآسي عليك وطن الغالي فلسطين الحبيبة تنادي. فلسطين الحبيبة تنادي. Merci à Ahmed Ibrahim, grâce à qui nous avons pu redécouvrir une partie de l'histoire algérienne à travers ses yeux de Palestiniens, même si nous n'avons pas fini d'explorer tous les événements marquants de l'histoire algéro-palestinienne. Nous n'avons pas parlé d'Ahmed Choukairi, brillant avocat palestinien devenu ambassadeur d'Arabie Saoudite aux Nations Unies, qui fut le premier diplomate en 1955 à avoir porté la cause algérienne au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un peu moins de 20 ans plus tard, c'est à l'invitation de l'Algérie que Yasser Arafat prononcera son premier discours dans cette même assemblée.
Nous n'avons pas non plus parlé de l'origine du service militaire en Algérie, institué en 1968 à l'initiative d'étudiants algériens littéralement traumatisés par la défaite arabe de 1967 et qui avaient réclamé une formation militaire pour partir se battre aux côtés des Palestiniens. Depuis lors, les Algériens n'ont jamais manqué l'occasion de témoigner de leur solidarité avec leurs frères du Levant, comme lors des marches du Hirak où le seul drapeau étranger brandi par les manifestants était l'emblème palestinien. Un Hirak également marqué par une réappropriation des symboles de la révolution par les manifestants, à commencer par l'appel du 1er novembre qui fixait 2 objectifs pour parvenir à l'indépendance nationale. Le premier a été accompli, puisqu'il s'agit de la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, à charge pour la génération actuelle d'achever le second qui vise le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. C'était Les Idées Libres, un podcast du CJL, enregistrement et montage, Khaled Sid Mohand. شكرا شكرا شكرا